Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, dans cette soirée du vendredi 25 novembre 2022. Dans les actualités de ce jour, les 100 jours d'action pour l'éducation des jeunes filles et la participation des femmes dans la lutte contre les violences basées sur le genre ont débuté aujourd'hui au Nouveau-Hôtel Al Arbi. Une mobilisation suivie d'actions concrètes basées sur l'éducation, l'intégration des femmes dans le monde professionnel et la lutte contre la violence. Outre la première dame, Madame El Radzouine, et la représentante de la Banque mondiale, tous les participants à cette mobilisation ont annoncé leur engagement dans leur secteur respectif ce matin. Reportage de Mervoula Tsferen et Andoura Zajaïbe. Des femmes éduquées, des femmes engagées, tel est le thème des 100 jours d'action pour les jeunes filles et les femmes qui ont débuté aujourd'hui. Tous ceux qui étaient présents à l'Arbi aujourd'hui sont persuadés que l'éducation, le travail de qualité et la lutte contre la violence sont 3 points complémentaires pour l'évolution de la femme. Tous ceux qui étaient présents aujourd'hui se sont engagés à apporter leur contribution durant les 100 jours dans leurs secteurs respectifs. Pour la représentante de la Banque mondiale, ils vont donner 300 millions de dollars pour l'éducation des jeunes filles de 10 à 24 ans dans l'appui du secteur privé afin de donner un travail décent aux femmes avec la coopération de la première dame, Madame El Radzouine, et l'association des premières dames africaines dans la lutte contre la violence. En tant que mère, en tant que femme, ça me fait vraiment plaisir d'avoir autant de gens prendre des engagements que l'équipe de la première dame va produire pour qu'on puisse être redevable de nos engagements. Au nom de l'institution que je représente, je vais faire un pledge de 300 millions de dollars pour les femmes, pour l'autonomisation des femmes. C'est un programme qu'on va faire de façon régionale parce que l'institution qu'on est croit beaucoup à la femme. Vous savez, Madame la Première Dame, la banque est dirigée à 52% par les femmes. Donc, on va toucher aux 3 piliers, que ce soit la partie de mettre les jeunes filles à l'école. Madame la ministre de l'Éducation, nous allons vraiment focaliser sur les filles de l'âge de 10 ans à 24 ans. Pour essayer vraiment de les maintenir à l'école. Nous allons travailler beaucoup avec le secteur privé pour essayer de comprendre les besoins qui sont les vôtres et essayer de faire lier ces éducations qu'on fait aux emplois et aux emplois de qualité qui payent. Et on va travailler avec la Première Dame et toute l'association des Premières Dames d'Afrique sur toute la question de la lutte contre la violence. Donc rendez-vous, c'est pour ça qu'on a pris un an, ça nous prend un temps pour préparer ce programme. On a démarré, je vous assure, avant que je ne parte, ce programme sera à main. Merci beaucoup. La première dame, Madame El Radzouine, a affirmé que parmi les engagements qu'elle effectuera figure le système de parrainage pour les jeunes filles afin de les appuyer dans la formation professionnelle, tout en poursuivant sa contribution dans l'octroi de travail rémunérant, mais surtout la lutte et la prise en charge des victimes de violences qui vivent dans le silence. Il est primordial d'investir dans l'éducation des filles, apprendre d'abord et avant tout. C'est la fondation sur laquelle repose tout le reste de l'édifice. Nous devons faire comprendre que l'éducation des filles n'est pas une menace, au contraire, c'est une chance. Offrir aux filles et aux femmes l'éducation, les compétences, les opportunités et l'environnement qui leur permettront de devenir des acteurs de l'économie et de la société est un aspect crucial qui peut apporter ce changement, cette croissance inclusive. Comme l'avait dit Madame la représentante de la Banque mondiale, nous pouvons accompagner ce processus de transformation vers leur réussite à travers 3 piliers distincts. L'éducation des filles, la participation des femmes au marché du travail, la prévention des violences basées sur le genre. Soyons tous acteurs, chacun à notre niveau, pour qu'une fille qui apprenne devienne une femme qui gagne. Nous sommes tous conscients du fait que l'émancipation des filles et des femmes malagasy est encore une lutte non sans entraves et préjugés. Face à cette réalité, il en vient alors de ma responsabilité, de notre responsabilité à tous, d'alerter
de mobiliser et le plus important, d'agir. Tous ensemble, ici présents, nous pouvons chacun à notre manière changer l'avenir de nos filles et des femmes malagasy en renforçant leurs capacités et en leur permettant d'évoluer dans un environnement propice. Joignez-vous à cette initiative que nous lançons avec la Banque mondiale. Cette campagne démarre aujourd'hui et durera 100 jours. 100 jours de mobilisation, de plaidoyer et d'actions concrètes afin de permettre à nos filles, nos sœurs, aux femmes de jouir pleinement de leur liberté, de leur capacité, de leur force, de leur résilience pour aboutir à des impacts favorables. En ce qui me concerne, je m'engage à participer à la mise en place d'un système de parrainage pour les jeunes filles dans la formation professionnelle. Ceci afin de leur permettre d'intégrer le monde du travail. Je m'engage également à continuer à apporter ma contribution pour les activités génératrices de revenus. Et devant la recrudescence des violences, je m'engage à poursuivre les efforts dans la prévention et la prise en charge des victimes qui restent encore dans le silence. Honorable assistance, chers amis, naître fille et être femme en 2022 ne devrait plus signifier être victime de discrimination et d'inégalité. Être femme et naître fille en 2022, c'est être une fille qui apprend et une femme qui gagne. Rappelons que les 100 jours d'action pour l'éducation des jeunes filles et la participation des femmes dans la lutte contre les violences basées sur le genre ont débuté aujourd'hui et prendra fin le 8 mars 2023. « 25 novembre, journée dédiée au lancement de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, communément appelée 16 jours d'activisme. La première dame de Madagascar et non moins championne de la lutte contre les violences basées sur le genre a fait appel à la justice pour qu'elle soit juste, équitable et impartiale parce que les femmes ont besoin d'être protégées contre leurs agresseurs. » Toujours un reportage de Mervoula Tsferen et Ando Ranzajebe. Les violences se présentent sous différentes formes, physiques, morales et économiques. Les femmes sont les plus souvent exposées aux violences au sein de la société. La majorité de ces victimes ont peur de briser le silence et préfèrent retenir pour elles seules. Dans le cadre de cette célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes courageuses ont choisi de briser le tabou, de dénoncer les violences qu'elles vivent au quotidien. Des violences qui se présentent sous forme de discrimination. Parmi celles qui ont osé témoigner, il y a Iliane Akbarali, Kiden Okidi ou encore Ansali Radzuiln. Cette dernière a été victime d'agressions sexuelles quand elle était encore enfant. Aujourd'hui, profitant de son statut de Miss Madagascar, elle porte haut avec fierté la voix des filles victimes de violences sexuelles. Le viol est présent partout, aussi triste que ça paraît. Mais il y a une particularité ici à Madagascar, comme ça reste tabou. Plusieurs enfants perdent espoir, sont négligés et même abandonnés par leurs proches, par mépris et par honte. Les enfants sont faits de rêves, n'oublions pas cela. Et pourtant, le monde est fait de rêves. Comment peut-on détruire les rêves des enfants et leur enlever leur innocence? C'est pour cette raison que je vous parle, car la situation est alarmante. Pour vous donner quelques statistiques, près d'1 millier d'enfants sont victimes d'agressions sexuelles ici à Madagascar et ce ne sont que les cas déclarés. La plus jeune malgache victime d'abus sexuels a été âgée de 6 mois et la plus âgée est une vieille femme de 85 ans. Comme je vous l'ai dit, la situation est alarmante. Et malgré ces statistiques, la raison pour laquelle je me tiens devant vous, au-delà de tout ce qui se passe dans ce monde entier, cette cause est particulièrement importante à mes yeux car
une dizaine d'années auparavant, moi aussi, j'ai été victime d'agressions sexuelles et je n'aurais jamais cru avoir cette opportunité justement de me représenter 10 ans en arrière, car à l'époque, mes pleurs ont été réduits en silence. On a opté pour ce qui est ici à Madagascar le fiavan, qui pour certains cas paraît être bon, mais pour des enfants, pour qui j'étais à l'époque, ce n'était pas la meilleure solution. C'est pourquoi j'ai envie de briser les tabous. Je ne peux pas le faire seule, j'ai besoin de votre aide. Ensemble, on peut le faire. Comme il est dit, une femme qui apprend est une fille qui apprend est une femme qui gagne. J'ai appris que ce n'était pas normal. La première dame de Madagascar, championne de la lutte contre les VBG, a souligné que les violences sont une violence des droits de l'homme, quelle que soit sa forme. La première dame, Mial Raduel, n'a avancé qu'aux yeux de la loi, tout le monde est égal. Elle a donc fait appel à la justice pour que cette dernière soit juste, équitable et impartiale. Un monde dans l'égalité des droits, loin de la violence, c'est le thème de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes pour cette année. La célébration de l'Orange Day pour cette année est marquée par la diffusion d'un film réalisé par l'association Fiti et Fen Aradonarveil. Le film est intitulé « Barazaf, leur fragment de vie ». Il raconte le quotidien tourmenté de 4 femmes, Tin, Raïssa, Fleury et Barazaf, toutes victimes de violences. Un film qui a ému l'assistance. À noter que ces 4 survivantes de violences sont prises en charge par l'association Fiti et ont reçu des formations professionnelles pour qu'elles puissent se réinsérer socialement et prendre en main leur avenir. Et au niveau international, ce vendredi 25 novembre est la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Comme ce qui a été dit tout à l'heure, en 2021, le ministère de l'Intérieur français a enregistré 122 féminicides. Alors, quelles sont les mesures les plus urgentes pour améliorer la protection des femmes victimes de violences conjugales? France 24 nous apporte les réponses dans un reportage. Ce sont des heures décisives. Au cœur de la prison de Villeneuve-les-Maglones. Autour de la table, magistrats, policiers, services d'insertion et de probation, associations de victimes, directeurs de prison. Ils doivent décider si des auteurs de violences conjugales peuvent être libérés par anticipation. Voir les mesures de surveillance qu'on peut remettre et les mesures de protection. Avec pour chacun une priorité absolue, penser d'abord à la victime et en cas de sortie de son agresseur, la protéger. C'est cette même commission qui a décidé d'équiper cette jeune femme de 29 ans d'un téléphone grave danger. Oui, bonjour, c'est pour un test. Tous les 15 jours, elle doit s'assurer qu'il fonctionne bien. Il y a une touche où j'appuie 3 fois. De là, ça prévient les forces de l'ordre directement. Et je ne suis pas obligée de parler. Dès que j'appelle, ils ont mon nom, ma photo et ma localisation. Il n'a qu'une fonction, la protéger de son ancien compagnon sorti de détention il y a 3 mois. La justice l'a fait condamner pour violence aggravée. Depuis qu'elle a ce téléphone, il n'a pas cherché à la recontacter. C'est cette association qui lui a donné le téléphone grave danger quand son compagnon est sorti de prison il y a 3 mois. Ces juristes préviennent chaque victime des sorties de détention à venir et cherchent à savoir s'il y a eu des menaces. Je vous appelle pour savoir s'il y a eu un incident durant l'incarcération, si vous avez des éléments à me signaler ou pas sur votre site. Ah oui, mais il n'y a eu que ça. Il n'y a eu que ça. Les appels, ça a été en continu. Les menaces sur le père à mon fils, ça a été en continu également. Ce simple coup de fil va avoir un rôle déterminant le lendemain, lors de cette commission dans l'Hérault. Cette réunion a lieu tous les 3 mois. L'association est présente. Ce jour-là, sur la table, 40 profils d'agresseurs sont passés au crible. Les échanges pèseront lourd pour leur libération par anticipation. À l'issue, ils pourront aussi statuer sur la mise en place d'un téléphone grave danger ou d'un bracelet anti-rapprochement pour protéger les victimes quand leur agresseur sortira. On va être attentif à savoir s'il y a eu des incidents. On a des détenus qui continuent de menacer leur compagne en détention. Des réunions où la victime est au centre des préoccupations. Un examen systématique des dossiers des agresseurs avant la sortie. Cette commission est considérée comme un modèle dans la lutte contre les violences conjugales.
Revenons à présent aux actualités locales. Le côté économique, l'élaboration de la loi de finances émanant des engagements du président de la République envers la population. Le projet de loi de finances initiale 2023 est passé en séance plénière ce jour. Le district de Mitsindou bénéficiera des nouvelles infrastructures selon son député. Par ailleurs, la mise en place des droits de sortie de produits extractifs est contestée par le président de la commission des mines et des ressources stratégiques. C'est un reportage de Ruth Christelle Rakoutumalal et Yves Janel. En plus de promouvoir le secteur privé, d'encourager les investisseurs dans les secteurs du tourisme et de l'industrie, le projet de loi de finances 2023 comprend également la mise en place d'infrastructures majeures qui contribuent à la croissance de l'économie et des infrastructures sociales. Le district de Mitsindou est l'un de ceux qui ont bénéficié de ces infrastructures sociales, notamment la construction de barrages et de plusieurs autres infrastructures. Dans ce projet de loi de finances initiale 2023 figure également la mise en place d'une taxe minière de 5 à 10% sur les pierres transformées et de 10 à 20% sur les pierres brutes. Selon le président de la commission des mines et des ressources stratégiques, elle devrait être introduite dans le code minier. Le projet de loi de finances initiale 2023 a été présenté aux parlementaires lors d'une séance plénière ce jour, après un travail de commission qui a commencé depuis lundi. Et selon les informations, 93 sur 95 parlementaires de la Chambre basse ont adopté sans amendement le projet de loi de finances 2023 cette fin d'après-midi. Ce projet passera devant le Sénat mardi prochain. Un tirabé à présent, le secteur foncier détient une place importante dans la décentralisation effective. Ainsi, la mise en place du plan d'aménagement au niveau des régions est un moyen d'attirer les investisseurs. Ce sont les points qui ont été évoqués durant la conférence sur le foncier dans le cadre du deuxième jour de la journée internationale des régions qui se tient à un tirabé actuellement. C'est un reportage de Rad Ramananzatou, Vujamson Hajel Armanan sur les images de Kevin Ravounerson. Coordonner la population, l'économie et le foncier, ce sont les points qui ont été discutés durant la conférence autour du foncier et de la décentralisation effective. Il s'agit d'une conférence tenue dans le cadre du deuxième jour de la Journée internationale des régions où gire un tirabé. Il a été discuté durant cette conférence également le lien entre le foncier et l'appel au secteur privé à investir au niveau des régions. Pour l'agriculture, le champ des matières premières ne devrait pas être éloigné à plus de 40 km de l'entreprise de production. De ce fait, il est important qu'il y ait une coordination selon les explications des participants. Le sujet des cartes foncières ont été également évoqués. La facilitation de l'octroi des terrains aux Malagasy, la proximité des services mais aussi la protection des biens fonciers des particuliers. Parmi les thèmes qui ont été discutés également figure la mise en valeur des produits locaux des régions. La GIR tenue à Tirabé est à sa 3e et dernière journée demain. Toujours dans cette page économique, le manque de matières premières figure parmi les problèmes majeurs que rencontrent les artisans malgaches, raison pour laquelle le ministère de l'Artisanat et du Métier avec les acteurs dans le secteur de l'artisanat ont élaboré ensemble la politique nationale pour la promotion de l'artisanat. C'est un reportage de Oubra Samman sur les images d'Yves Janel. Afin d'aider les artisans œuvrant dans la transformation des fers et des tissus en produits artisanaux, la collaboration avec des grandes entreprises telles qu'Ambatfi, Sokota et aussi les zones franches figurent parmi les stratégies adoptées par le ministère de l'Artisanat et du Métier. Ces entreprises fournissent des matières premières recyclables pour les artisans. Cette stratégie fait partie de la politique nationale pour la promotion de l'artisanat, selon les explications de Sophie Ratirek, ministre de l'Artisanat et du Métier. En outre, il y aura également une formation pour les artisans dans le traitement et la transformation des produits naturels, tels que les algues. À noter que toutes ces stratégies sont déjà applicables actuellement et sont formulées dans cette politique nationale de promotion de l'artisanat. Aussi, de nombreuses visions ont été avancées par le ministère pour promouvoir l'artisanat. Dans les actualités sociales, le problème des commerçants cis à Mbalava-Issouch n'est toujours pas résolu jusqu'à présent. Une seule personne accapare le terrain de plus de 7 arts alors que l'occupation de ce terrain est la source de subsistance de ces commerçants. De ce fait, ces derniers se plaignent et lancent un appel aux autorités. Yves Janel nous en dit plus.
35 familles et commerçants utilisent cette partie du marché d'Ambalavoy-Souch. Selon eux, le problème a commencé depuis le mois de mars en raison de l'accaparement du terrain par des particuliers. Un natif malgache prétend avoir un document confirmant que le terrain lui appartient et qu'il dispose déjà d'un permis de construire sur ce terrain. Hier soir, ce dernier, en compagnie d'une trentaine de policiers, a apposé le permis de construire sur ce terrain, déclarent ces commerçants. Ces derniers, par contre, affirment qu'ils ont un titre de propriété certifiant que le terrain leur appartient depuis déjà l'année 1977. Les commerçants d'Ambalavoy-Souch appellent les responsables à se pencher sur ce problème. 404 ordinateurs seront distribués dans les 119 districts. Ils seront utilisés par le personnel en charge de la refonte de la liste électorale. L'objectif est donc d'améliorer les procédures de gestion des statistiques, a indiqué la commission électorale de district. La CENI a également rencontré les représentants de la SADC aujourd'hui pour améliorer le processus électoral. Reportage. 404 ordinateurs seront distribués aux commissions électorales dans 119 districts pour équiper leur personnel dans le cadre de la refonte de la liste électorale. Ces matériels ont été officiellement présentés hier. La deuxième série de ces ordinateurs arrivera bientôt. Selon Dama Anjanarse Doretaf Arsen, président de la CENI, les équipements dépendent des besoins des CED. Ils accélèrent la gestion de la liste électorale. La CENI a de nouveau rencontré hier les représentants de la SADC pour discuter de l'évaluation des efforts sur la base des instructions des partenaires et de la coopération des deux parties dans le processus électoral. Dans les actualités internationales, Foxconn, le géant taïwanais qui gère la plus grande usine de fabrication d'iPhone au monde, cherche depuis mercredi à apaiser le mouvement de contestation qui agite une partie de ses 300 000 ouvriers. Une situation explosive qui en dit long sur les conséquences sociales de la politique zéro Covid à l'heure où la pression exercée par les grandes marques sur ces usines est à son comble. France 24 nous en dit plus. L'affrontement dure plusieurs heures. D'un côté, les ouvriers de l'usine, de l'autre, les forces de l'ordre. Matraque et bouclier en main, tous les agents de police portent une combinaison blanche. Le site abrite la plus grande usine d'iPhone au monde. Depuis le mois dernier, les lieux sont confinés. Une situation devenue insupportable pour les travailleurs résidant sur place. C'est d'ailleurs toute la ville de Zhengzhou qui est désormais placée sous cloche, comme certains quartiers de Pékin, la capitale. Le nombre de nouvelles contaminations ne cesse d'augmenter. Depuis le 1er novembre, 1 250 000 cas ont été recensés. La semaine passée, près de 22 000 cas avaient été enregistrés chaque jour. C'est 2 fois plus que les semaines précédentes. De nombreux commerces et des écoles ont dû fermer. Et même si l'économie est mise à rude épreuve, la Chine continue d'appliquer sa politique stricte du zéro Covid. Au moindre cas positif, le patient est placé en quarantaine. Nous devons adhérer au principe suivant, les gens d'abord, la vie d'abord. Nous voulons freiner le nombre de cas importés et le nombre de recontaminations au niveau national. Nous maintenons la politique zéro Covid. Si cette stratégie a été efficace dans un premier temps, elle semble s'essouffler aujourd'hui, notamment face aux nouveaux variants. Aucun des vaccins ARN messagers reconnus comme plus efficaces n'a encore été approuvé par les autorités. Et près de la moitié des habitants de Kiev étaient toujours privés d'électricité aujourd'hui, 2 jours après les frappes russes ayant visé des infrastructures essentielles, a indiqué le maire de la capitale ukrainienne, Vitaly Klitschko. France 24. Malgré la pluie glaciale, ces Ukrainiens sont venus faire la queue pour s'approvisionner en eau dans ces fontaines publiques encore en marche. Dans la capitale, plus de la moitié de la population est privée d'eau courante, d'électricité et de gaz, à l'image d'Albina, seule avec ses 2 enfants. C'est comme ça qu'on vit, un pull, un deuxième, un troisième. On vit comme ça maintenant. Heureusement, les voisins nous aident. Je vais chez celui qui a du gaz et je cuisine chez lui. Des millions d'Ukrainiens subissent des coupures de courant et les dernières frappes russes ont endommagé un peu plus les infrastructures énergétiques. Selon le président ukrainien, une quinzaine de régions manquent d'eau et d'électricité. La situation avec l'électricité reste difficile dans presque toutes les régions. Cependant, nous nous éloignons progressivement des coupures et chaque heure,
Nous rebranchons l'électricité pour de nouveaux consommateurs. Ouvriers du secteur de l'énergie, employés des services publics, entreprises, tout le monde fait sa part pour redonner de la lumière aux Ukrainiens. 3 centrales nucléaires sous contrôle de Kiev ont ainsi pu être reconnectées jeudi. Les autorités ont aussi mis en place des centres pour permettre aux Ukrainiens de se réchauffer, de recharger leur téléphone ou d'avoir un accès à Internet. Dans l'actualité culturelle de ce soir, Anisha participera à la finale de Star Academy demain. Elle est la première malgache à atteindre ce stade. Le talent d'Anisha a donné une bonne image pour Madagascar et pour les malgaches. Même le président Andry Rajoelina a déclaré son admiration. De nombreuses personnes ont également connu Anisha dans le monde des médias car elle avait été présentatrice du journal version française de Viva Événement. Reportage. Ça fait cette semaine qu'Anisha a fait montre de son talent sur la chaîne TF1. Elle fait partie des candidates pour la finale de Star Academy. Son vrai nom est Fanamsou Joella Rasafndai, c'est la malgache qui a atteint pour sa première fois l'étape finale du programme Star Academy. Selon ses déclarations, elle vit dans un rêve en chantant avec les artistes célèbres comme Slimane, Lewis Capaldi. Par ailleurs, le jury ne cesse de louer son talent lors de ses prestations. Les adeptes de l'émission soutiennent massivement Anisha. Le président de la République, Andry Rajoelina, est l'un des supporters d'Anisha et il a déclaré sur son compte Facebook que tous les malgaches la soutiendront car Madagascar est fier d'avoir des jeunes talentueux comme elle. Viva TV fait également partie de ceux qui lui ont permis de montrer son talent dans de nombreuses émissions. À part la musique, Anisha était également connue en tant que présentatrice de l'édition en version française de Viva Événement. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal du vendredi 13 mars 2020. La distribution de dictionnaires pour les élèves en classe d'examen a débuté officiellement ce jour à Mahamasna. Une distribution qui sera en effet étendue dans toute la grande île. Outre les dictionnaires qui ont été spécialement imprimés pour renforcer les connaissances des élèves, le président de la République a également distribué des livres d'apprentissage et d'études ce matin aux élèves malagasy. Elle est allée à l'étranger pour poursuivre ses études et maintenant, elle fait partie des finalistes du concours de musique Star Academy. Dans les actualités sportives, Madagascar est invité au championnat d'Afrique de karaté-do qui s'étendra du 28 novembre au 4 décembre prochain à Durban, Afrique du Sud. Selon le président de la Fédération de karaté-do de Madagascar, le sensei Emile Ratefnanaar, aujourd'hui, 6 athlètes ont été sélectionnés pour participer à ce championnat. Ils sont issus des catégories cadets, juniors et seniors, hommes et femmes. Les arbitres et les entraîneurs effectueront des stages techniques avec le nouveau bureau de la fédération qui a le statut légal actuellement. Reportage d'Amiena Martina et Nzara Ranjianso. La Fédération de karaté-do de Madagascar, ou FKM, a reçu aujourd'hui le document de conformité émanant du ministère de la Jeunesse et des Sports qui affirme que le bureau exécutif de la fédération, mené par le sensei Dr Emile Ratefnanaar, est légal. Si la Fédération mondiale de karaté a émis son avis le 16 novembre dernier sur le litige au sein de la discipline de karaté-do à Madagascar, elle a affirmé que seule la structure majoritaire est celle qui est décisionnaire et que le ministère doit trancher sur cette affaire. Ainsi, le ministère de la Jeunesse et des Sports a émis son avis aujourd'hui sur le sujet après cette lettre de la WKF. 2 invitations ont été reçues par le bureau exécutif de la Fédération après que la Fédération internationale a validé la mise en place de cette FKM. Parmi ces invitations, la participation de Madagascar au championnat d'Afrique de karaté-do à Durban du 28 novembre au 4 décembre. Outre les athlètes qui participent à cette échéance, Madagascar aura des arbitres et des entraîneurs au nombre de 5 qui suivront des formations selon les explications. Le départ de la délégation est prévu pour dimanche.
Les matchs des groupes G et H ont conclu hier la première journée de la phase éliminatoire de la Coupe du Monde de football au Qatar. Les deux équipes africaines, le Cameroun et le Ghana, ont été vaincues. Les grandes équipes comme le Brésil et le Portugal ont par contre montré leur pleine puissance. Andara Zonarville nous en dit plus. Dans le groupe G, un score de 1-0 est l'issue du match entre le Cameroun et la Suisse hier. La Suisse est sortie victorieuse. Le ressortissant camerounais de nationalité suisse, Brel Mbolo, a marqué le seul but pour la Suisse. Ce but a été l'origine de diverses critiques, même s'il avait déjà déclaré au tout début qu'il n'allait pas le célébrer s'il marquait un but contre le Cameroun. Le deuxième match dans le groupe G, la victoire du Brésil a été claire face à la Serbie sur le score de 2-0. Deux buts qui ont été marqués par Richarlison, attaquant du club Tottenham. Mais il reste encore un point d'interrogation pour le Brésil. En effet, on sait si Neymar peut encore poursuivre la compétition après avoir été blessé sur la cheville droite à la 80e minute du jeu face à la Serbie hier. Dans ce groupe G, le Brésil mène avec 3 points, suivi de la Suisse avec 3 points. Le Cameroun et la Serbie n'ont encore aucun point. Concernant le résultat du match dans le groupe H, le Portugal a vaincu le Ghana sur le score de 3-2. Le Ghana est jusqu'ici la seule équipe africaine à avoir marqué des buts, même s'ils ont perdu le match. Pour le Portugais, Cristiano Ronaldo a encore marqué l'histoire hier dans cette Coupe du Monde, car il est le seul à avoir marqué des buts en 5 Coupes du Monde consécutives. Le dernier match dans ce groupe H a opposé l'Uruguay à la Corée du Sud. Il s'est soldé sur un match nul 0-0. Le Portugal mène ainsi le groupe avec 3 points, suivi de l'Uruguay et de la Corée du Sud avec 1 point chacun. En dernier, le Ghana qui n'a pas encore de points. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.